Voici quelques notions nécessaires à la compréhension du magnétisme et du paléomagnétisme. Tout d'abord, intéressons-nous sur l'origine de ce champ magnétique terrestre, appelé aussi géomagnétisme. L'analogie usuellement retenue propose que la source du champ magnétique soit analogue à une dynamo, c'est-à-dire un dispositif, comme on l'a vu en troisième, permettant de transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique. Quelques rappels. La Terre est formée de couches, une masse croûte externe, un manteau silicaté, un noyau externe et un noyau interne. La pression et la température augmentent avec la profondeur. À la frontière entre le noyau et le manteau, la température s'élève à près de 4800 degrés Celsius. Il y fait donc suffisamment chaud pour que le noyau externe soit liquide. En contrepartie, le noyau interne est solide à cause de la pression plus élevée. Le noyau est principalement composé de fer et d'une petite proportion d'éléments plus légers. Le noyau externe est constamment en mouvement à cause de la rotation terrestre et de la convection. La convection est causée par le mouvement des éléments légers vers le haut, alors que les éléments plus lourds se condensent sur le noyau interne. Le processus de production du champ magnétique dans cet environnement est complexe. Toutefois, on peut réduire l'explication à 3 conditions qui doivent être satisfaites. La présence d'un liquide conducteur, suffisamment d'énergie pour forcer le liquide à se déplacer et la présence d'un champ magnétique initial. Dans le noyau externe, toutes ces conditions sont remplies. Le fer en fusion est un bon conducteur, on y trouve assez d'énergie pour entretenir la convection et les mouvements convectifs couplés avec la rotation terrestre produisent une bonne configuration. Avant même l'apparition du champ magnétique terrestre, le champ magnétique du Soleil exerçait son influence. Ce champ existant a servi de champ initial lors du démarrage du processus. Tant que le liquide du noyau externe pourra continuer à circuler, le mécanisme se maintiendra. Voyons maintenant les propriétés de ce champ magnétique. Avec une bonne approximation, le champ magnétique terrestre s'apparente au champ d'un aimant droit. Une aiguille aimantée placée en un point permet de détecter l'existence d'un champ magnétique en ce point. Si on place, comme l'a fait Descartes au XVIIe siècle, de la limaille de fer autour d'un aimant, les grains de fer s'orientent comme de petites aiguilles pour former des lignes de champ. On obtient le spectre magnétique du champ, produit ici par l'aimant, mais on verra plus tard le champ géomagnétique. En physique, on définit un vecteur champ magnétique qu'on notera B majuscule, dont les caractéristiques sont, par exemple, en un point P, ce vecteur que je noterai BP aura comme direction celle de l'aiguille aimantée. Comme sens, il ira du pôle sud au pôle nord à travers l'aiguille, c'est-à-dire vers le pôle sud de l'aimant. Sa valeur sera déterminée à l'aide d'un teslamètre ou magnétomètre et sera exprimée en Tesla. Voici quelques ordres de grandeur de champs magnétiques à retenir. Dans un accélérateur de particules, par exemple, les valeurs des champs magnétiques sont aux environs de 10 Tesla. À l'intérieur d'un appareil à imagerie médicale, type IRM par exemple, aux environs de 1 Tesla. Près d'un aimant en fer, quelques centaines de millitesla, près d'un téléphone portable, environ 100 microtesla, et le champ magnétique terrestre n'a une intensité que d'environ 50 microtesla. Au cours des temps géologiques, le sens du champ magnétique s'est inversé plusieurs fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments où le pôle nord magnétique était à la place du pôle sud magnétique et des moments où le pôle nord magnétique était à la place du pôle nord magnétique comme actuellement. La période normale
correspond justement à ce moment où le pôle nord magnétique est au même emplacement que maintenant, donc que l'on voit ici, le pôle nord magnétique par convention, qui est au même endroit que le pôle nord géographique, alors que les périodes inverses correspondent pôle sud magnétique à l'emplacement du pôle nord géographique. Donc période normale comme aujourd'hui, période inverse avec le sens du champ magnétique qui est inversé. Alors ces inversions magnétiques, on a pu les dater et construire une échelle chronologique du paléomagnétisme. Donc vous avez ici une partie de cette échelle. Aujourd'hui, on est en période normale, donc la bande est noire. Au Crétacé, il y a 100 millions d'années, on a été en période normale aussi. On est dans une bande noire, mais par exemple, au Paléocène, il y a 60 millions d'années, on était en période inverse et nous avons une bande blanche. Donc ces alternances de bandes noires et de bandes blanches, ce sont des alternances de période normale et de période inverse. Période normale quand le sens du champ magnétique est le même qu'aujourd'hui, période inverse quand le sens du champ magnétique est à l'inverse. Alors comment on a fait pour construire cette échelle chronologique? Eh bien, il se trouve que certaines roches peuvent enregistrer le champ magnétique au moment de leur formation. Ces roches, ce sont des basaltes. Les basaltes du plancher océanique proviennent d'une lave qui se fige et au moment du refroidissement de cette lave et de sa cristallisation, eh bien, le sens et l'intensité du champ magnétique de l'époque va être enregistré dans la roche. C'est ce qu'on appelle le magnétisme rémanent ou le paléomagnétisme. Alors là, vous voyez que l'aiguille de la boussole, elle est vers le nord, elle indique le nord. Mais quand on approche un basalte de cette aiguille, eh bien, elle est légèrement déviée, ce qui indique que ce basalte en fait, a conservé une aimantation que ce basalte a obtenue au moment de sa formation. Alors justement, quand on approche un magnétomètre d'un basalte, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien que l'intensité du champ magnétique est légèrement supérieure au champ magnétique actuel, ou légèrement inférieure à l'intensité du champ magnétique actuel. Donc on appelle ça les anomalies négatives, donc quand l'intensité du champ magnétique mesuré sur un basalte est un peu inférieure au champ magnétique actuel, et positives quand l'intensité du champ magnétique mesuré au niveau d'un basalte est légèrement supérieure à l'intensité du champ magnétique actuel. Alors comment expliquer ça? Voilà un basalte. Eh bien, dans ce basalte, qui a été formé dans une période normale, vous avez le champ actuel, en noir, et le champ fossile, c'est-à-dire celui qui a été fossilisé dans la roche. Comme cette roche s'est formée en période normale, eh bien, le sens est le même que celui d'aujourd'hui, ce qui fait que le champ que l'on mesure actuellement, c'est le champ actuel plus le champ fossile. Donc, on obtient un champ qui est d'intensité légèrement supérieure au champ actuel. C'est ce qu'on appelle une anomalie positive. Alors, à l'inverse, dans ce basalte-là qui a été formé en période inverse, nous avons toujours le champ actuel ici, mais le champ fossile qui a été enregistré est de sens inverse, donc on le retranche, ce qui fait que le champ mesuré actuellement présente une anomalie négative, c'est-à-dire que son intensité est légèrement plus faible que l'intensité du champ actuel. Donc de cette façon, en mesurant l'intensité du champ magnétique, si l'anomalie est positive, on sait que le basalte a été formé en période normale. Si l'anomalie est négative, on sait que le basalte a été formé dans une période inverse. Et on a mesuré l'intensité de ce champ au niveau du plancher océanique et c'est là qu'on a eu une grande surprise. Donc en effet, quand on mesure au niveau du plancher océanique l'intensité du champ magnétique, eh bien, on observe des bandes d'anomalies magnétiques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, eh bien, nous avons une bande d'anomalies positives, magnétiques positives, c'est-à-dire que tous les basaltes qui se trouvent là présentent une intensité de champ légèrement plus élevée que celle d'actuelle. Et de chaque côté, on a une bande d'anomalies négatives, c'est-à-dire que tous les basaltes qui sont là et tous les basaltes qui sont là présentent une intensité de champ légèrement inférieure à celle d'actuelle. Et on continue, symétriquement, on a encore là une anomalie magnétique positive, puis une anomalie magnétique négative dont la correspondance se trouve ici.
Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les roches qui se sont formées là et les roches qui se sont formées là, se sont toutes les deux formées lors d'une période inverse, c'est-à-dire au même moment. Les roches qui se sont formées là, les roches qui se sont formées là, lors d'une période normale, elles ont même âge, etc. Donc c'est un argument en faveur de l'expansion océanique, c'est-à-dire que les roches se forment au niveau de l'axe de la dorsale et au fur et à mesure du temps, eh bien, elles se répandent, elles s'écroulent sur le côté. Alors, de même qu'on peut mesurer l'intensité du champ magnétique d'un basalte, eh bien, on peut mesurer le sens de ce champ magnétique et donc déterminer le sens du champ magnétique de l'époque. Et on peut, avec ce sens, savoir où se trouvait le pôle nord magnétique au moment de la formation de ce basalte. Eh bien, on a eu une surprise quand on a pris des basaltes d'une même époque et qu'on a regardé avec un magnétomètre la position du pôle nord magnétique à l'époque où ces basaltes se sont formés. Eh bien, selon si les basaltes sont des roches d'Amérique du Nord, eh bien, on observe une position des paléopôles ici. Si ces basaltes sont des roches d'Afrique, les paléopôles se trouvent là. Et si ce sont des roches d'Australie, on trouve un paléopôle nord ici. Comme si pour une même époque, à l'époque où se sont formés les basaltes de ces trois continents, comme si à cette époque-là, il y avait eu plusieurs paléopôles nord, ce qui n'est pas possible. Hein. Il y a deux paléopôles systématiques. Il y a un paléopôle sud, un paléopôle nord. Or là, on a l'impression qu'il y en a plusieurs. Eh bien, en fait, c'est un argument qui montre que les continents se sont déplacés les uns par rapport aux autres. Donc, comme les continents se sont déplacés, les roches dans lesquelles on mesure le sens du champ magnétique fossile à l'époque où la roche s'est formée se sont déplacées et donc forcément le sens mesuré a été déplacé aussi. Donc ces différentes roches ayant été déplacées, elles nous donnent l'impression de l'existence de plusieurs paléopôles nord, alors qu'en réalité il n'y en avait qu'un et donc l'observation, si vous voulez, est biaisée par le fait que le sens mesuré de ces roches forcément est dévié car la roche a été déplacée. Voici maintenant quelques applications de l'utilisation du magnétisme par l'homme. Donc déjà, il faut savoir que tous les moteurs, donc évidemment de nombreux produits de notre quotidien, utilisent des champs magnétiques. Par exemple, les téléviseurs cathodiques, les aspirateurs, les grille-pains, les sèche-cheveux, etc. Nous avons également, comme deuxième exemple représenté ici, les trains à sustentation magnétique, comme celui du Japon, qui sont des motorails qui utilisent des forces magnétiques pour se déplacer et ils sont en lévitation au-dessus des rails, donc ils ne touchent pas les rails et ça va permettre d'atteindre des vitesses très très élevées. Il y a un record de 600 km/h qui a été établi en avril 2015 par exemple. Le troisième exemple que je vous propose est le principe de l'imagerie par résonance magnétique qu'on appelle également IRM. Donc il faut savoir que certains noyaux atomiques, comme celui d'hydrogène par exemple, se comportent comme de petits aimants qu'on va appeler des spins. Sous l'influence d'un champ magnétique de quelques Tesla, ces noyaux d'atomes contenus dans le corps humain vont s'orienter selon certaines directions. L'application d'une onde électromagnétique de fréquence adaptée, qu'on va appeler la fréquence de résonance, peut faire basculer les spins d'une orientation à l'autre. En regagnant leur position initiale au bout d'un temps caractéristique, qu'on appelle temps de relaxation, ils produisent une tension électrique aux bornes d'une bobine. Un traitement par ordinateur permet alors de faire la synthèse de tous les signaux recueillis et de construire une image tridimensionnelle présentée en coupes successives. C'est donc l'image qu'on va obtenir par résonance magnétique, par exemple pour l'étude du cerveau. Enfin, pour terminer, n'oublions pas que dans le monde vivant, de nombreux êtres utilisent le champ magnétique terrestre pour s'orienter dans leur milieu. C'est le cas par exemple de certaines bactéries, des abeilles, des oies, des tortues de mer et des poissons migrateurs tels que le thon, le saumon, le requin. Les champs magnétiques des fonds marins, les variations de l'intensité et de l'inclinaison du champ géomagnétique
permettent à ces animaux sensibles de s'orienter et de se situer sur le globe. Des biologistes ont par exemple confirmé la présence de cristaux ferromagnétiques équivalents à de petits aimants dans certaines bactéries. Comme dernier exemple, et pas des moindres puisque c'est lui qui permet la vie sur Terre, la magnétosphère. La Terre est enveloppée d'un bouclier magnétique complexe, la magnétosphère, qui la protège du vent solaire, qui est un flux de particules ionisées provenant du Soleil à de très grande vitesse, entre 200 à 700 km/h. Ce bouclier magnétique se déforme sous la pression du vent solaire, il est aplati côté jour et allongé côté nuit, et peut se rapprocher jusqu'à la limite de l'ionosphère dans le cas d'éruptions solaires particulièrement violentes. La magnétosphère dévie les particules ionisées qui sont canalisées par les lignes de champ et contournent la Terre. Mais ce bouclier présente des faiblesses au niveau des pôles. Les particules électrisées peuvent pénétrer dans l'atmosphère terrestre par des cornets polaires. Elles interagissent avec les molécules de l'atmosphère et excitent les atomes qui se désexcitent en émettant des photons. On observe ainsi des phénomènes lumineux de différentes couleurs qui varient selon les atomes et les molécules excitées. Ce sont les aurores polaires, boréales dans l'hémisphère nord et australes dans l'hémisphère sud. De très grande vitesse. Ce bouclier magnétique se déforme sous la pression du vent solaire.